Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'interview exclusive de Jon Moxley chez Chris Jericho. Donc pour rappel, Jon Moxley c'est l'ancien Dean Ambrose de la WWE et donc il vient récemment de quitter la fédération et il a effectué sa première grosse interview lors du podcast de Chris Jericho quelques jours avant le premier pay-per-view de la AEW Double or Nothing. Et dans cette interview, Jon Moxley se lâche beaucoup sur la WWE et sur sa carrière en général. Pour info, la première partie est disponible sur la chaîne et donc c'est parti, on se lance maintenant dans la deuxième moitié de l'interview. Et donc Jericho reprend l'interview en demandant à Dean Ambrose, avant même qu'il ne soit au courant de l'apparition de la AEW, quels étaient ses plans. Car il a parlé par exemple de la CZW ou encore de la New Japan dans la première partie, donc est-ce que ces fédérations sont des objectifs pour lui? Et donc Dean Ambrose répond: ouais, je t'avoue que c'est un petit peu ce à quoi je pensais. Je sais qu'actuellement tout le monde veut une nouvelle guerre des lundis soirs, une Monday Night War entre la AEW et la WWE. Mais je t'avoue que mon départ n'a rien à voir avec ça. J'allais quitter la WWE quoi qu'il arrive, même si la AEW n'existait pas. Bien entendu, c'était bon à savoir que le monde du catch allait aussi bien actuellement en dehors de la WWE, mais même si ce n'était pas le cas, j'aurais tout de même quitté la fédération. S'il n'y avait aucune autre fédération au monde, j'aurais tout de même quitté la WWE. Même s'il n'y avait plus aucun autre catcheur au monde, j'aurais ouvert ma propre promotion, j'aurais ouvert mon école de catch et j'aurais entraîné mes propres élèves pour qu'ils deviennent mes adversaires. J'aurais repeuplé le monde du catch tout seul s'il le fallait. Mais le timing est tellement incroyable. Et bien entendu, ça a tout de suite été la rumeur principale. Dès que j'ai quitté la WWE, tout le monde était en mode « c'est bon, il va à la AEW ». Mais en réalité, personne ne savait rien. Personne n'était au courant de rien et personne n'était sûr de rien. J'ai vu toutes les rumeurs possibles. Certains disaient que je prenais ma carrière, d'autres disaient que j'allais tourner des films. J'arrêtais pas de recevoir des SMS tous les jours qui me posaient des questions. Et en fait, le truc, c'est que le silence rend les gens fous. Et donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est garder mon silence. Mais les gens détestent le silence. Ils veulent savoir, ils doivent savoir. Donc on est de retour à la WWE durant mes derniers mois. Et ils n'arrêtent pas de me dire que mon nouveau contrat va arriver, ils vont bientôt me le montrer. Mais moi en réalité je sais que je ne vais pas signer ce nouveau contrat. Mais ils continuent de me répéter, t'inquiète, il arrive la semaine prochaine, il arrive la semaine prochaine. On doit juste faire le show en Arabie Saoudite et après on s'occupe de ton contrat, t'inquiète pas. Et moi je suis en mode d'accord, pas de souci. Parce qu'en réalité j'attends avec impatience le moment où ils vont me proposer ce nouveau contrat et que je vais pouvoir leur dire non merci, je ne suis pas intéressé. Je suis impatient carrément, je suis excité par ce moment. Parce que je sais pas comment ils vont réagir. Et donc au final, on attend et on se retrouve au week-end du Royal Rumble. Et je sais que le lundi suivant le Royal Rumble, je suis censé travailler avec Rollins. Et donc l'un des officiels, Mark Carrano, me dit que mon contrat arrive lundi. Triple H voudrait apparemment me le donner en personne. Et en fait, on était à un espèce d'événement, je crois qu'on était à Access, et moi j'en pouvais plus, je pouvais plus me retenir. Donc je lui ai dit, écoute, dans 114 jours ou un truc dans le genre, je vais... Et là il m'a coupé, il m'a dit, non, arrête, ne termine pas ta phrase. Et j'ai terminé ma phrase, je lui ai dit, dans 114 jours je suis parti, c'est terminé. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit que ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, ce n'est pas une décision que j'ai prise rapidement, c'est quelque chose qui devait arriver et auquel je pense depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai dit exactement la même chose à Triple H et Vince McMahon par la suite. Je lui ai dit que je n'allais pas changer d'avis, ce n'est pas une décision basée sur l'émotion, ce n'est pas par rapport à une chose en particulier, mais en gros c'est ce qui va se passer. Je vais partir et c'est ok, c'est pas grave. Et donc l'officiel me demande si je veux qu'il informe Vince et Triple H. Et donc je lui réponds, écoute, moi je vais parler à Vince McMahon en personne lundi quoi qu'il arrive, mais en gros je préfère te prévenir maintenant, car on est sur la route vers WrestleMania, et comme ça au moins vous pouvez préparer vos plans tranquillement, et vous êtes au courant de tous les facteurs. Mon but n'était vraiment pas de froisser qui que ce soit, d'ailleurs j'en ai parlé à personne. Je l'ai même pas dit à Seth Rollins parce que justement c'était son week-end, il allait remporter le Royal Rumble, donc je voulais pas le déranger. Et donc j'ai dit à l'officiel, écoute on en parle quand tu veux, ça peut être après le Rumble, ça peut être plus tard, de toute manière il me reste encore une centaine de journées sous contrat, et je veux dire pour le moment je ne vais nulle part. Et donc on arrive à Raw le lendemain, et en gros moi secrètement ce que j'espérais c'est que Seth Rollins m'attaque et qu'il m'explose afin que les scénaristes m'enlèvent des scénarios et qu'ils me renvoient chez moi pour le reste de la durée de mon contrat. Parce que je me disais que c'était impossible qu'ils continuent à me mettre à la télé maintenant qu'ils étaient au courant que j'allais quitter la WWE. Ou à la limite ils vont essayer de m'enterrer, ils vont me donner plein de défaites. Mais du coup on va voir ce qui se passe, donc on arrive à Raw le lendemain du Royal Rumble. Et donc on arrive tous à l'arène, il y a le meeting de production, et moi j'attends que ce meeting se termine pour aller parler à Vince McMahon. Mais pour le moment je n'ai rien dit à personne, à part l'officiel lors de Access. Et du coup le show va bientôt démarrer, pour le moment je n'ai pas de nouvelles. Et d'un coup juste avant le show, un producteur arrive vers moi en courant, et il me dit qu'il y a quelques changements par rapport au show. Et il me dit qu'en gros, après une pause publicitaire, je dois rester sur la rampe, et à ce moment-là, Nia Jax va venir m'attaquer et je vais bumper pour elle. Et là, je regarde le scénariste en mode
T'es sérieux? Et il me dit ouais. Et là d'un coup t'as John Laurinaitis qui arrive vers moi et il me dit Vince vient d'ajouter des changements au scénario, donc en gros en fait tu dois pumper pour Nia Jax, et il m'a dit de te dire en fait que si ça te gêne, si t'es pas à l'aise, t'as qu'à aller le voir dans son bureau pour lui en parler. Et donc là je réponds à John Laurinaitis, oui, allons voir Vince McMahon dans son bureau, parce que là je commence à m'énerver en fait, parce que je comprends qu'il cherche à m'enterrer. Et honnêtement, ça ne me gêne absolument pas de prendre un bump pour Nia Jax. Je veux dire, Nia s'est très bien défendue lors du Royal Rumble, c'est une femme imposante et clairement elle joue très bien son rôle. Je veux dire, on est en 2019 et c'est une femme très puissante. Si tout ça était arrivé dans une autre situation où je ne venais pas juste d'annoncer mon départ, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce qu'en gros, pour vous expliquer comment se passe un meeting de production. Donc le meeting commence quelques heures avant le début du show, et en fait petit à petit la salle se vide. Donc environ 1 heure avant le début du show, il ne reste plus que Vince McMahon, Triple H et Koski. Donc en gros les 3 officiels les plus importants. Et j'imagine que c'est à ce moment-là, quand ces 3 personnes se sont retrouvées ensemble, et qu'en gros c'était 3 des seules personnes qui savaient que j'allais partir, c'est eux qui ont pris la décision de m'enterrer, et donc de prendre un bump face à Nia Jax. Et en gros j'avais l'impression qu'ils cherchaient à me faire un doigt d'honneur. Donc clairement sur le coup j'étais très énervé et j'ai dit à John Laurinaitis, oui allons parler à Vince McMahon tout de suite. Et donc je débarque dans le meeting de production, je suis énervé comme jamais, t'as des feuilles qui volent dans tous les sens. Et directement en fait Vince McMahon se lève, il prend ses affaires et il me dit dans mon bureau, viens dans mon bureau. Et là je le regarde, je fais oui allons dans ton bureau tout de suite. Donc on s'installe dans son bureau et il essaye de me babyfacer, il est tout gentil avec moi. Donc il me dit... Bon, d'après ce que j'ai compris, tu vas quitter la fédération, je suis vraiment triste, merci pour tout, en tout cas pour tout ce que tu as fait. Et donc je me dis, bon ben c'est parti, on va avoir la discussion maintenant. Et là il commence à essayer de se justifier, parce qu'en fait quand j'avais dit à Marc Carano que j'allais quitter la WWE, je crois que je lui avais précisé au passage que le jour où j'ai compris que j'allais quitter la fédération, c'est le jour où j'ai dû faire le segment avec le médecin qui me faisait les piqûres. Et donc Vince justement me parle de ce segment et il me dit... Ah, j'ai cru comprendre que apparemment t'étais pas content par rapport au segment qu'on a fait avec les médecins et les grosses piqûres, mais t'aurais dû me le dire en fait. Je savais pas que t'avais tous ces problèmes avec ce segment. Et là je le regarde et dans ma tête je me dis... Mais pourquoi est-ce que je suis venu dans ton bureau 15 fois alors ce jour-là? Je suis venu dans ton bureau et je t'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce script? Et c'est pas la première fois que j'ai dû faire ça, je suis toujours obligé de faire ça par rapport à tes scripts. Donc ne fais pas semblant de pas être au courant. Mais en gros lui tu sais comment c'est, il doit faire comme si tout était ok dans sa tête, comme si ce n'était pas de sa faute. Il est en mode oh je savais pas, j'étais pas au courant. Mais moi dans ma tête je le sais et je me dis si, tu savais très bien Vince. Mais j'essaye toujours également de le babyfacer, j'essaye d'être gentil et cool avec lui. J'essaie de lui montrer ma gratitude, et je t'avoue qu'à un moment on était même tous les deux très émus. Mais par contre j'en ai profité pour lui lâcher tout ce que j'avais sur le cœur. Parce qu'en gros j'avais cette conversation avec Vince dans ma tête depuis des mois. Donc j'ai tout balancé et je lui ai dit, chaque lundi j'ai un espèce de sentiment de mal-être en moi, je me sens mal physiquement, j'ai mal au ventre carrément, et ça arrive chaque lundi, parce que chaque lundi, au même moment, il y a un scénariste qui arrive vers moi avec un script en main, et je ne sais pas quel genre de conneries embarrassantes ou humiliantes il va y avoir dans ce script à nouveau chaque semaine. Du coup, à force, j'ai la peur au ventre, tu sais plus à quoi t'attendre. Et je peux pas vivre comme ça, je ne peux plus vivre comme ça. Je peux pas vivre dans un monde où vendredi soir je suis à Paducah au Kentucky pour un house show et d'un coup t'as un scénariste que je ne connais même pas qui arrive et qui a écrit des mots pour moi. Mais en gros j'essaie toujours de rester gentil et j'essaie de lui dire oui voilà je veux juste prendre une pause, il faut que je m'éloigne quelque temps parce que j'ai toujours cet espoir qu'il m'enlève des écrans et qu'il m'enlève tout de suite des scénarios pour les prochains mois, comme ça je peux rentrer chez moi tout de suite. Mais il me répond... Oh écoute, pas de soucis, on va terminer tes rivalités jusqu'à WrestleMania, et t'inquiète pas, d'ici là on va pas t'enterrer ou quoi que ce soit. Et là je le coupe et je lui dis bah justement, si j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que je suis là dans ton bureau. Et là il me dit que non, pas du tout, et il commence à me sortir plein d'arguments. Mais en gros moi tout ce que j'entends c'est on va t'enterrer, on va t'enterrer, on va t'enterrer. Et là il me regarde et il me dit It's an attraction, c'est une attraction. Et donc je les ai regardés, Vince et John Laurinaitis, et j'ai juste répondu Ok, vous savez quoi, faisons-le. Et voilà, c'était cool au final, on a fait les répétitions avec Nia, on s'est bien marré, et ça s'est bien passé. Et là, Jericho interrompt Jon Moxley en précisant que d'ailleurs, ils étaient censés avoir un match lors d'un house show. Et Moxley répond, oui, je t'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour en revenir à cet épisode de Raw, dans le même épisode de Raw, j'avais également un segment live au micro avec Seth Rollins et Triple H.
Et donc justement, comme c'est live, tu sais jamais ce qui va se passer. Et en gros, on était dans cette période où la AEW était en train de se construire et la concurrence était en train de naître. Et donc voilà, le problème c'est que maintenant Triple H et Vince McMahon savent que je vais partir. Du coup, je sais pas trop ce qui va se passer dans cette promo live avec Triple H. Et attention, je ne dis pas que Triple H allait m'attaquer ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut être honnête et savoir que Triple H et Vince sont des hommes d'affaires sans pitié. Et ils n'en ont rien à faire, ils s'en foutent de toi. Donc j'y vais pour faire ma promo et je me dis, tant que mon micro est allumé et qu'il est live, j'ai pas de problème. Parce que moi aussi j'ai des balles dans mon pistolet, moi aussi j'ai de quoi attaquer si jamais on m'attaque. Mais au final il n'y a eu aucun souci, la promo s'est bien passée. Et donc Jericho reprend la parole pour dire que clairement Vince et Triple H sont sans pitié, donc on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver à Jon Moxley, mais il dit que justement c'est étonnant de voir qu'ils ne l'ont pas vraiment enterré, au contraire ils l'ont même poussé jusqu'à la fin de son run, par contre ils ne l'ont pas mis à WrestleMania, mais ils ont tout de même fait un événement spécial avec une dernière réunion du Shield avant le départ de Jon Moxley. Donc au final ils ne l'ont pas réellement enterré. Et donc Jon Moxley répond: écoute, en fait ça dépend de la manière dont tu l'interprètes, il y a différentes interprétations. Car je crois que c'est le lendemain de mon segment avec Nia Jax. À ce moment-là, en fait, la rumeur est sortie et tout le monde est au courant. Et donc mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et donc à ce moment-là, d'un coup, la WWE sort un communiqué de presse bizarre. Et moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce communiqué de presse? Puis je me suis dit, c'est génial, parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Habituellement, quand un catcheur part, la WWE poste un petit message où il leur souhaite une bonne continuation. Mais là, ils ont fait tout un communiqué de presse où vraiment ils m'ont beaucoup complimenté, mais ils annonçaient en même temps mon départ. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de sortir ce communiqué de presse, mais du coup, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont cru que c'était un work et que tout ça en fait était prévu, mon départ n'était pas réel. Mais j'imagine qu'en gros, c'était pour contrôler les rumeurs, pour contrôler les histoires, parce qu'ils n'aiment pas perdre le contrôle des choses. Et c'est pour ça que Vince détestait cette situation, parce qu'il n'avait pas de contrôle sur la situation et il n'aime pas ça. Parce que je lui ai dit, écoute, je m'en fiche du nombre de zéros que tu mettras sur mon chèque, je suis parti, je ne re-signerai pas. Et le problème c'est que lui il a le complexe du millionnaire. Il doit pouvoir acheter tout ce qu'il souhaite dans sa vie. C'est pour ça qu'il paye Brock Lesnar des milliards de dollars pour qu'au final il vienne ruiner et gâcher son entreprise. C'est juste pour pouvoir dire je possède Brock, Brock est mon attraction, il m'appartient. Mais quelqu'un comme moi sur qui il n'a aucun contrôle, il ne sait pas comment gérer cette situation. À ce moment-là, Jericho demande à Moxley si au final ils lui ont tout de même proposé un nouveau contrat. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Et Moxley répond: oui, ils m'ont proposé un nouveau contrat et je ne l'ai jamais regardé. Je n'ai jamais ouvert l'enveloppe. Je me rappelle qu'à un moment, quand j'étais encore sous contrat, je m'étais demandé qu'est-ce qui se passerait s'ils me proposent un nouveau contrat pour 10 millions de dollars. En gros, un contrat à la Brock Lesnar. Qu'est-ce que je ferais s'ils m'offrent 10 millions de dollars par an? Mais honnêtement, qu'est-ce que je vais faire avec 10 millions de dollars, les gars? Ma voiture est payée, ma maison est payée, la maison de ma mère est payée. Je n'ai littéralement besoin de rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'acheter une Maserati? J'en veux pas d'une Maserati, c'est pas mon genre. Donc il y a littéralement aucune somme qui pourrait me faire rester. Parce qu'au fil du temps, c'était comme si une dépression physique s'était installée en moi. Car il te prive de ce que tu aimes, il t'enlève ce que tu aimes. Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, moi je suis obsédé par le catch, j'y pense 24 heures sur 7. Et là d'un coup t'arrives à un endroit où ils te disent: écoute, c'est plus la peine de réfléchir à tes promos, parce qu'on a des scénaristes qui vont tout écrire pour toi. Et ne réfléchis pas à des trucs cool que tu pourrais faire pendant tes matchs, parce qu'on a des producteurs qui vont te dire quoi faire pendant ton match. Ne cherche pas à créer de nouvelles storylines, parce qu'on les a déjà tout écrits pour toi. En gros en fait t'inquiète pas, on s'occupe de tout ce que t'as à faire c'est être là. Et toi t'es là en mode ok. Mais du coup, qu'est-ce que je fais pendant mon temps libre en fait? Je réfléchis à quoi? Je pense à quoi? Donc t'essaies de remplir ce temps libre avec autre chose, et honnêtement, c'est la recette pour devenir une personne très triste, très malheureuse. Avoir en gros une vie qui ne vous comble pas. Et donc là, je t'avoue que j'ai commencé à me sentir déprimé, je sentais une dépression. Il y avait des jours, par exemple, lors des enregistrements télé, où je me réveillais, j'étais au lit, et je regardais le plafond pendant des minutes et des minutes. Je pouvais pas sortir du lit, j'avais aucune motivation pour aller au travail, j'avais aucune motivation pour m'entraîner ou quoi que ce soit. En gros, la dépression. Et chaque semaine, je craignais ce moment où j'allais devoir voir un scénariste et avoir ce scénariste qui m'explique tout ce que j'allais faire et découvrir toutes ces choses ridicules, ces choses qui allaient me faire passer pour un con. Et honnêtement, le brouillard qui s'est levé depuis que j'ai annoncé mon départ et depuis ces dernières semaines, c'est tout simplement incroyable. Honnêtement, j'ai l'impression d'être totalement quelqu'un d'autre depuis un mois. Et donc là, Jericho compare la situation de Ambrose au syndrome de Stockholm. Et il définit le syndrome en disant que quand une personne se fait kidnapper par exemple ou enlever et qu'elle est emprisonnée, à ce moment-là justement la personne capturée tombe amoureuse de la personne qui l'a enlevée. Et donc il compare un petit peu ça à la situation de la WWE.
Il dit que quand on est à la WWE, on s'habitue trop au système WWE et on n'arrive plus à s'imaginer vivre en dehors de la fédération, on ne réalise plus réellement comment est le monde extérieur. Mais une fois justement que tu es libre et que tu te retrouves à l'extérieur, tu te rends compte à quel point c'est mieux et en fait c'est simple. Et donc Moxley répond: ouais, c'est clair mec, c'est fou. Et honnêtement, maintenant que je regarde ces dernières années, je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à rester aussi longtemps à la WWE. Et tu sais, je veux pas être un de ces anciens qui part de la fédération et qui dit oui, j'aurais dû être un challenger, j'aurais dû être encore plus de fois champion du monde. En gros, être un de ces vieux cons aigris qui critiquent la WWE. Honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est que je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux avec moi à plusieurs niveaux. Mais maintenant, honnêtement, je n'en ai plus rien à faire. C'est terminé, c'est du passé. Je pense que ce n'était pas fait pour arriver. En fait, l'histoire était faite pour que je sois assis ici maintenant avec toi. C'est le destin. Car justement, la récompense que j'ai eue de la part de la WWE, c'est que maintenant je peux être assis ici avec toute ma liberté. Je suis allé là-bas, j'ai fait mon argent et maintenant je suis libre. C'est comme si j'avais 18 ans à nouveau. Je peux être ce que je veux. Et maintenant en plus j'ai de l'expérience et de nouvelles compétences. Donc je recommence à zéro mais je suis en avance sur le jeu par rapport à l'époque. Et donc Jericho coupe à nouveau Ambrose pour dire que justement maintenant, en fait la situation est intéressante pour deux mecs comme eux parce qu'il peut réellement faire une différence à la AEW. Alors qu'il faut être honnête, à la WWE, ils sont deux mecs parmi d'autres, mais la WWE reste une machine que rien ne pourra changer. Par contre, là, ils ont une possibilité de changer les choses et de changer le business avec la AEW. Et donc Moxley répond: carrément mec, c'est tellement excitant. Le fait de pouvoir faire la différence, c'est ça qui m'excite. Parce qu'honnêtement, je crois que ça m'est jamais arrivé tout simplement. J'arrive pas à me souvenir d'un moment où c'était moi qui crée vraiment le changement. Honnêtement, s'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est de prouver que le processus créatif de la WWE est à chier. Ça ne marche pas, c'est absolument terrible. Et je l'ai dit à Vince, je l'ai dit à Triple H, je l'ai dit à Michael Hayes. Honnêtement, je saurais même pas t'expliquer comment fonctionne leur processus créatif. En gros, il y a des meetings dans les locaux de la WWE à Stamford, et à côté de ça, il y a des scénaristes qui sont sur la route avec Raw et SmackDown. Et en gros, personne ne sait ce qui est approuvé et ce qui n'est pas approuvé. Et tu dois passer par plein d'étapes pour faire approuver quoi que ce soit, donc voilà, c'est fou, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas, ça tue la compagnie même. Et honnêtement, je pense que Vince est le problème. Mais pas que Vince en fait. C'est Vince et toute la structure qu'il a construit autour de lui depuis environ 2002, une fois qu'il avait acheté la WCW. Il a commencé à monter cette infrastructure, cette équipe de scénaristes autour de lui. Et du coup, c'est comme ça qu'il a créé le nouveau produit WWE. C'est le produit WWE, le produit est pourri. Ils ont des talents géniaux, mais le produit est pourri. Et ce n'est pas la faute des talents, ce n'est pas la faute des catcheurs. Donc si j'ai un but avec la AEW, c'est de prouver que la manière de faire de Vince McMahon est nulle, c'est à chier. Mais bien sûr, je veux dire, ça ne va pas être mon objectif principal, car le but n'est pas de se concentrer sur la WWE, et le but n'est pas de rentrer en concurrence avec la WWE. Nous, on sera juste là de notre côté, et on va faire du mieux possible. On va essayer de vous présenter le meilleur produit possible. Et si justement notre produit peut essayer de pousser la WWE à améliorer leurs produits et changer leur processus créatif, alors à ce moment-là, j'ai réussi. Bien entendu, on sait que Vince ne va pas lâcher sa place, il va mourir en tant que patron de la WWE. Mais peut-être qu'au moins, il va se mettre à petit écouter d'autres personnes. Peut-être qu'il va être ouvert à faire les choses d'une autre manière, d'une manière différente. Peut-être qu'il va arrêter de micromanager tout ce qui se passe. Et donc Jericho demande à Ambrose si à part le segment avec Nia Jax, est-ce que la WWE a essayé de l'enterrer d'une autre manière? Et Moxley répond: alors, après cet angle, il sort le communiqué de presse par rapport à mon départ. Et ensuite, ils me mettent contre EC3 qui vient de débuter en provenant de NXT. C'est un super catcheur et c'est un très bon ami à moi. J'avais hâte de pouvoir travailler avec lui, et donc il l'amène en tant que babyface et il me bat en 2 minutes. Je t'avoue que je ne sais plus si c'était avant ou après le communiqué de presse. En tout cas, c'est à la même période. La foule n'a pas aimé ce résultat. Parce que clairement, ils comprennent ce qui est en train d'arriver. Ils comprennent que la WWE est en train d'essayer de m'enterrer. Et le problème, c'est que ce n'est pas bon non plus pour EC3, car il effectue ses débuts à Raw, et clairement la foule est contre lui parce qu'elle est plutôt avec moi. Donc il reçoit les conséquences des mauvaises décisions de la WWE. Ensuite, durant le week-end suivant, je travaillais toujours avec EC3 lors des house shows. Et maintenant, en gros, je suis le plus gros babyface de Raw. Et pourtant, je suis toujours censé être un heel. Donc voilà, j'utilise toutes les tactiques de méchant, je l'aveugle durant le match, je lui mets les doigts dans les yeux, etc. Mais ça ne change rien, la foule est totalement de mon côté. Il rejette totalement EC3 en tant que babyface et il m'acclame. Et en gros, ce n'est vraiment pas contre EC3, c'est plutôt anti-WWE, car la foule comprend que je vais quitter la fédération. Et donc plus tard, je reçois un message d'un scénariste qui me dit que à Raw, je vais à nouveau lutter contre EC3 et je vais à nouveau perdre en 2 minutes. Et je comprenais pas, tu vois, donc je lui dis ok, pas de soucis, c'est cool.
Mais je lui dis quand même, est-ce que je suis la seule personne qui voit clairement le problème dans ces matchs? Et là, le scénariste me répond, tu veux dire en gros que ça te fait passer pour un gentil parce qu'on a l'air de vouloir t'enterrer? Et je lui réponds, oui, exactement, c'est ça dont je parle. Et le scénariste me répond, oui, je sais, écoute, c'est Vince. Donc nous sommes le lundi suivant lors de Raw, et en fait plusieurs producteurs ont fait le rapport des house shows à Vince McMahon, et apparemment il est super énervé par rapport à ce qui s'est passé, car il ne voulait pas que ça se déroule comme ça. Bah excuse-moi quoi, excuse-moi du fait que les fans pour lesquels je me suis donné pendant tellement d'années sont tristes du fait que je quitte la fédération, et que clairement vous cherchez à m'enterrer avant mon départ. Excuse-les d'avoir du respect pour moi, ce que toi clairement tu n'as pas du tout. Et donc quand j'arrive en coulisses, il y a un officiel qui vient vers moi et qui me dit que je vais faire une promo avec Seth Rollins. Et en gros maintenant c'est lui le heel et c'est moi le babyface. On a juste échangé les rôles d'un coup sans aucune explication. Donc voilà, j'imagine que c'était ça leur solution. Puis après ça on aura le retour du Shield et on fera votre petite réunion, etc. Et ensuite en gros j'ai une série de matchs contre Drew McIntyre, contre qui d'ailleurs j'ai eu de très bons matchs. Mais en gros ça devient de plus en plus des matchs sans disqualification. Et chaque semaine je pense en fait que ça va être mon dernier show et que enfin ils vont m'enlever des storylines. Parce que chaque semaine McIntyre m'explose de plus en plus. Il y a une semaine où il me fait passer à travers une table, une autre semaine où il explose ma tête contre les barrières, puis il me met des coups de pied à la tête. En gros il s'acharne sur moi. Donc en gros en fait ils ont essayé d'enterrer mon personnage et de tuer mon personnage au sens figuré 2 fois contre Nia Jax et contre EC3 et ça n'a pas marché. Donc maintenant ils essayent tout simplement de me tuer littéralement. Et moi je comprends plus la situation. À un moment on se retrouve quelques semaines avant WrestleMania et je suis dans le main event de Raw. Et je veux dire je comprends pas quoi. Comment est-ce que je peux être dans le main event de Raw à ce moment-là? J'étais persuadé qu'ils allaient m'enlever des shows télé depuis plusieurs semaines déjà. Mais Vince veut avoir le contrôle. Il voulait encore exercer le peu de contrôle qu'il avait sur moi pendant les quelques semaines qui restaient. À ce moment-là, Jericho pose une autre question à Jon Moxley. Il lui demande à quel point c'était énorme et important de voir la fin du Shield. Car il dit qu'outre le fait qu'on avait le départ de Dean Ambrose, on avait également la fin d'un des plus grands clans de l'histoire de la WWE. Donc c'était tout de même assez énorme, non? Et donc Jon Moxley répond: ouais bah écoute, tu sais combien j'ai été payé pour le dernier show que j'ai fait? Le show spécial, la grande dernière du Shield? C'était un house show à la base, et ils en ont fait un show télévisé pour le network. Ils ont amené tous ces caméramans, tout l'équipement, les scénaristes. Tout ça en gros pour moi, pour mon dernier show, pour mon départ. Et j'ai été payé 500 $. 500 $ pour ce show. Je peux imaginer, tu vois, dans les bureaux, Mark Carano qui demande à Vince McMahon combien on va payer Dean Ambrose pour son dernier show. Bah, paye-le 500 $ et qu'il aille se faire voir. En gros, faut comprendre que c'est le minimum que tu peux avoir juste pour être présent. C'est ce que reçoivent carrément les extras. En gros, si t'es un catcheur et que tu viens à Raw ou SmackDown mais que t'es pas utilisé, tu touches 500 $. Et donc là, pour un show télévisé Network Special qui est consacré au Shield et à mon départ, j'ai touché 500 $. J'ai hésité, j'ai failli l'appeler à un moment pour me plaindre, mais au final, je me suis dit, ouais, laisse tomber, tu sais quoi, c'est plus marrant comme ça. Et tu te rappelles, lors d'un autre show qu'on avait main eventé ensemble, toi et moi, Chris, on s'était fait payer 750 $ chacun. Et je me souviens que t'avais dit à Vince, moi je me lève pas de mon canapé normalement pour 750 $. Franchement, au final, ça m'a fait rire. Je pense que je vais encadrer ce chèque. Et donc Jericho pose une nouvelle question à Jon Moxley. Il lui demande en gros quels sont ses objectifs à la AEW et il sent que Moxley veut prouver quelque chose. Et donc Moxley répond: mon objectif en fait c'est d'enfin être la meilleure version de moi-même. Et d'avoir la liberté créative de pouvoir penser à quelque chose d'un coup et se dire allez on le fait. Et justement c'est comme ça que ça va être à la AEW. Dès le départ quand j'ai parlé aux personnes qui gèrent la AEW je l'ai compris. D'ailleurs tu sais je suis ami avec beaucoup d'entre eux. Je suis ami avec Cody Rhodes depuis très longtemps. Parce que lui et moi avant tout on est fans de catch. Par exemple à l'époque tu sais quand Cody était encore à la WWE et qu'il était en mode Stardust etc. Il allait en coulisses, il prenait son iPad et il mettait des vieux matchs, tu vois, par exemple de la WCW, Wargames, etc. Et lui et moi, on se posait ensemble et on regardait tous ces vieux matchs. Parce qu'on aime ça, on aime le catch. Et on réfléchit par rapport au catch de manière assez similaire. Et donc en gros, quand on a discuté, il m'a dit, vas-y, joue ta musique, fais-le à ta manière. Et durant mon départ de la WWE, je parlais avec Cody et il me disait qu'il était passé par les mêmes phases, notamment la période de dépression. Donc on a partagé cette expérience. Donc au final on se ressemble pas mal. En fait on a vécu les mêmes expériences mais on les a juste vécues à des moments différents. Et j'aime sa manière de penser quand il dit que le catch ça peut être n'importe quoi. Tu peux avoir le catch traditionnel, le catch technique, tu peux avoir la lutte pure, tu peux avoir de la lucha libre ou encore du catch hardcore. Alors que moi pendant tellement longtemps on m'a dit que le catch ça devait être qu'une chose, c'était un style. Et c'est le seul style qui existe. Donc je suis vraiment impatient de pouvoir ouvrir mon esprit.
Honnêtement, tu vois, je n'ai pas vraiment quoi que ce soit à prouver à la WWE ou à Vince McMahon, parce qu'honnêtement, je m'en fous totalement d'eux, c'est le passé maintenant. Mais par contre, attention, je ne leur souhaite que du bien, parce que je veux que mes amis qui sont là-bas soient heureux, ma femme est également là-bas, donc je veux qu'elle soit heureuse, je veux que le business aille mieux en général, et je veux que les fans soient heureux. Mais honnêtement, je me fous de la WWE maintenant. Ils font partie du passé. Tu sais, ça fait 4 semaines que je suis chez moi et je me recharge, je me repose, je répare toutes les parties de mon corps qui n'allaient pas bien. Je vais voir un chiropracteur, j'ai également un nouvel entraîneur. En gros, je recommence à zéro. Et je reconstruis mes fondations depuis le départ comme un athlète. Donc je travaille sur mon agilité, ma force, ma puissance. Et en gros, si tout va bien d'ici 1 an, je serai un tout nouvel athlète. Il y a des personnes qui veulent te mettre dans une petite case et en gros te laisser dans un style. Mais honnêtement, je peux tout faire. Et maintenant, justement, je peux me permettre de tout faire. Et j'ai toute une bucket list d'objectifs à accomplir que j'accomplirai avant la fin de l'année. Maintenant, je peux apprendre de nouveaux styles. J'ai plein de nouveaux adversaires. Honnêtement, j'ai hâte, je suis impatient. Certains pourraient argumenter comme quoi j'aurais dû simplement faire une pause d'1 an, afin de me reposer et de soigner mon corps. Mais honnêtement, physiquement, je me sens plutôt bien. Mais surtout mentalement, je n'en peux plus, je ne peux plus attendre, je veux me relancer. Et Jericho intervient en disant que le timing en plus est génial, parce que Double or Nothing, le premier pay-per-view de la AEW, se déroule quelques semaines après le départ de Jon Moxley. Et donc Jon Moxley répond: honnêtement, j'arrivais même pas à y croire, le timing est parfait. Et avec tous les dirigeants de la AEW qui me disent de faire ce que je souhaite, franchement c'est génial. Quand ils ont commencé à me parler du projet, je me suis rendu compte que c'est totalement ce que je voulais faire. Donc je leur ai dit, allez c'est parti, allons-y. Allons changer le monde et écrire l'histoire. Et en plus c'est à Las Vegas, donc pour ceux qui sont pas au courant, j'habite à Las Vegas. Donc vraiment quoi, c'est tellement de coïncidences, c'est comme si le monde me disait qu'il fallait prendre cette décision. Parce qu'honnêtement, je n'étais pas obligé d'aller à la AEW, j'avais plusieurs propositions. Et je t'avoue que c'était un petit peu effrayant, ça me faisait un petit peu peur de signer à nouveau un contrat avec une grande corporation. Parce que justement, je viens juste de terminer un contrat, je viens juste d'arrêter de faire ça. Mais honnêtement, c'est totalement différent. J'adore cette mentalité AEW en mode c'est fait par les catcheurs pour les catcheurs. À ce moment-là, Jericho demande à Jon Moxley qu'est-ce qu'il a pensé de Tony Khan, le président de la AEW, quand il l'a rencontré. Et donc Jon Moxley répond: écoute, c'est exactement ce que tu m'avais dit. C'est l'opposé de Vince. Mais je l'ai bien aimé, honnêtement, je l'aime bien. Parce que ce que j'aime par rapport à lui, c'est que c'est un fan de catch. Il peut s'asseoir avec toi et commencer à parler pendant des heures de la ECW. Quand tu lui parles, il y a de la passion. Honnêtement, c'est plus un fan de catch que Vince McMahon. Vince aime le sports entertainment, il aime le divertissement et il aime produire des shows. C'est une machine de guerre qui aime travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais Tony est simplement un fan de catch, un passionné. À ce moment-là, Jericho coupe Moxley pour défendre Vince McMahon et il dit qu'il a un petit peu mal pour Vince McMahon, il est triste pour lui car honnêtement c'est compliqué de garder sa passion pour le catch quand tu ne peux pas faire de pause et que tu travailles à fond 7 jours sur 7 depuis près de 40 ans. Il se demande qu'est-ce qui pourrait relancer la flamme de Vince McMahon pour le catch et est-ce que c'est même possible de relancer sa passion. Et à ce moment-là, Jon Moxley répond: écoute, je ne sais pas, mais je vais lui lancer un challenge tout de suite maintenant. Vince, ton processus créatif est à chier, change-le. Et donc Jericho explose de rire, et il souhaite maintenant parler du compte Twitter de Jon Moxley. Car il dit qu'à l'époque, quand ils étaient à la WWE, en fait tous les catcheurs WWE sont obligés d'avoir un compte Twitter. Donc Dean Ambrose avait ouvert le sien, et en gros dans la description il avait marqué: écoutez, on m'a forcé à ouvrir un de ses comptes, donc le voilà. Et ensuite, il n'avait jamais suivi qui que ce soit et il n'avait jamais rien posté sur Twitter. Donc ça avait beaucoup fait rire Chris Jericho. Et donc Jericho dit jusqu'à ce que... Et là, Moxley enchaîne et il répond: jusqu'au jour où je suis devenu le roi de tous les réseaux sociaux. Mic drop bitches. Avec un tweet, des millions de vues, des dizaines de milliers de partages, etc. Il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Donc avant même que qui que ce soit ne sache que j'allais quitter la WWE, j'avais commencé à réfléchir. Et donc forcément je sais qu'aujourd'hui le monde a changé, il faut utiliser les réseaux sociaux. Donc je me demande qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lancer. Et donc là j'ai une idée. En fait il faut savoir que je suis vraiment fan des bandes annonces de films. Et donc mon inspiration est venue de la bande annonce du film Venom. C'est quand j'ai vu la bande annonce que j'ai été inspiré. En fait c'était le teaser et il ne durait que 30 secondes. Et tu ne voyais pas Venom. Et le film ne sortait que 8 mois plus tard. Mais ça te donnait déjà juste assez pour t'exciter et devenir fou en mode waouh, ça va être génial. Et à cette période, je commençais à réaliser que ma première grosse apparition allait sûrement être lors de Double or Nothing. Et j'ai tout fait pour apparaître nulle part avant ça. J'ai refusé toutes les interviews et toutes les offres de show que j'avais avant Double or Nothing.
Et donc mon idée c'était de faire une espèce de bande-annonce, un teaser comme pour un film, mais qui me mettait en avant moi. Et mon but était de le sortir exactement à minuit le 30 avril quand mon contrat prenait fin. Comme ça, littéralement à la minute où je quitte la WWE, les choses changent totalement, on passe aux choses sérieuses. Et donc les gens seraient excités. Et petit à petit, le projet commençait à devenir de plus en plus ambitieux, et je ne savais pas vraiment comment faire, sachant que je m'y connais pas particulièrement en technologie. Je suis pas quelqu'un qui sait vraiment filmer, qui sait faire une bande-annonce. Mais par contre, toutes les personnes que je connais qui savent faire ces choses travaillent actuellement à la WWE. Donc forcément, je ne pouvais pas leur demander de l'aide. Donc au final, j'ai contacté un ami, et d'ailleurs les fans de catch reconnaîtront son nom car il s'agit de Sick Nick Mondo, l'ancien catcheur de la CZW. Une légende des deathmatch, qui est maintenant un réalisateur à Los Angeles. Et donc je l'avais rencontré au Japon à une période où il apprenait justement à réaliser, et on était resté en contact. Et donc je l'ai contacté et je lui ai demandé, dis-moi, est-ce que tu fais des bandes annonces, des teasers, des trucs dans le genre? Et donc sachant que c'est un réalisateur freelance, il a dit que oui totalement, et il m'a envoyé quelques extraits de son travail. Donc je lui ai expliqué mon idée, je lui ai dit que j'allais quitter la WWE et que je souhaitais faire une vidéo. Et très rapidement après il m'a envoyé tout un texte, en fait c'était tout un script, comme un script de film, où il y avait cette prison, puis il y avait des tambours, puis il y avait des gardes. En gros c'était tout un scénario pour la bande annonce. Et là je lui ai dit, écoute, t'es embauché. Donc on a commencé à collaborer sur le projet, et pour info on l'a filmé en février. En gros, entre les enregistrements télé, j'avais 2 jours de pause, et donc je suis rentré chez moi à Las Vegas, puis j'ai pris ma voiture, j'ai pris mes chiens, et on a roulé jusqu'à Los Angeles, et honnêtement ça a pris 2 jours, parce qu'on a vraiment investi. D'ailleurs on a loué du matériel de haute qualité, on avait par exemple une Red Camera, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais je veux dire en gros, c'est les caméras qu'on utilise pour les films comme Le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, je n'ai pas cherché à limiter les dépenses pour cette vidéo, j'ai même bien investi, j'ai investi 8000 $ de ma poche, et honnêtement ça en valait totalement le coup, et donc on avait dû louer un emplacement, un film set, on avait des acteurs, des extras. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à un moment durant ces 2 jours, vers 4h du matin, je reçois un SMS de Vince McMahon et il essayait de me convaincre de prolonger mon contrat car il voulait que je fasse la prochaine tournée européenne. En gros, il m'a dit « Écoute Dean, j'ai besoin d'une faveur. Ce serait vraiment énorme pour le box-office qu'on puisse faire une dernière tournée, les adieux du Shield en Europe. Ce serait vraiment génial, donc j'ai besoin de toi. » Et pendant une demi-seconde, j'ai hésité, puis d'un coup, je me suis dit « Non !» Je me suis dit quoi? Maintenant tu veux une faveur alors que ces derniers mois tu n'en avais rien à faire de moi? Donc non, va te faire voir, j'ai refusé. Tu m'appelles maintenant quand t'as besoin de moi pour faire une des tournées les plus difficiles où t'as des shows tous les soirs et que t'es épuisé? Ben appelle Dave Bautista, pourquoi t'appelles pas Bautista? Ou alors appelle Triple H. Donc je lui ai répondu désolé, mais en fait j'ai un projet de film sur lequel je travaille actuellement. Ce qui techniquement n'était pas un mensonge en fait, vu que j'étais plus ou moins sur le tournage d'un film ou une bande-annonce. Et quand j'ai posté cette vidéo, j'ai eu exactement la réaction que j'imaginais depuis des mois. Et d'ailleurs, pour info, ce n'est même pas moi qui ai posté cette vidéo, c'est la personne qui gère les réseaux sociaux pour moi. Car quand la vidéo a été mise en ligne, j'étais à un événement à Las Vegas en train de présenter un prix à mon entraîneur Cody Hawk. Et quand je suis rentré chez moi une demi-heure plus tard, j'ai vu qu'il y avait exactement la réponse que j'attendais. Les fans avaient réagi comme je le souhaitais. Et donc Jericho termine avec une question très intéressante. Il demande à Ambrose qu'on dit Roman Reigns et Seth Rollins par rapport à son départ. Et donc Ambrose répond « Honnêtement, tu sais, ils étaient cool. Je veux dire, c'est un petit peu en mode on veut que tout le monde soit heureux, tu vois ce que je veux dire? Ils étaient tristes de me voir partir, mais au fond, ils veulent que je sois heureux. Surtout qu'ils étaient avec moi ces dernières années, donc ils m'ont vu passer à travers toutes ces étapes à la WWE et être malheureux. Donc ils savent exactement à travers quoi je suis passé. Rollins m'a dit qu'il était vraiment triste, mais je lui ai dit écoute, c'est la vie et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est comme si on relâchait un animal dans la nature et qu'il pouvait être chez lui. J'ai été domestiqué trop longtemps et maintenant je peux être à nouveau libre. Et il m'a d'ailleurs dit que c'était une très bonne description de ma situation. Et d'ailleurs maintenant avec Nick Mondo on a tourné une autre vidéo, une vidéo de 90 secondes. Et on commence à même réfléchir à la possibilité de faire un film d'action qu'il réaliserait et où je serais la star principale. Parce que maintenant tout est possible, je peux vraiment tout envisager. Et je peux vous dire que je vais faire des choses cette année qui vont pas mal vous étonner, mais c'est ça le but, c'est parce que maintenant je peux faire ce que je veux. Et à partir de maintenant, peu importe ce que je fais, ce n'est plus par rapport à l'argent. Honnêtement, avec la AEW, on n'a même pas parlé d'argent. On n'a pas parlé d'argent du tout. Car dès le départ, dès le premier jour, je leur ai dit que ce n'était pas une question d'argent. C'est tout le reste qui m'intéressait, c'était leur message. Tous les projets que j'accepterai et que je ferai à partir de maintenant seront basés sur la passion, ma satisfaction artistique et le plaisir, le fait de pouvoir s'amuser. C'est ça ce que je recherche maintenant. Et je pense que les récompenses, qu'elles soient financières ou autres, viendront par la suite. Je le répète, le but est de devenir la meilleure version de moi-même et je pense qu'on peut toujours grandir. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours apprendre de nouvelles choses. Je veux dire, j'ai seulement 33 ans, tu sais.
Toi, t'as quel âge? T'as 48 ans, non? Et pourtant, t'es au top de ton jeu actuellement. Tu t'es totalement réinventé il y a encore un an. Donc il me reste un grand futur devant moi. Et ça pourrait être n'importe quoi, ce sera ce que je veux. Et donc la dernière question de Chris Jericho, c'était qui est-ce que Jon Moxley souhaite affronter à la AEW? Et donc Moxley répond, écoute, tout le monde. Littéralement tout le monde. Je suis dans une position différente un petit peu comme toi, car je peux aider la fédération à amener des téléspectateurs, à amener des personnes qui vont regarder le show. Et justement, je veux que ça profite aux autres, parce que si jamais quelqu'un est en train de zapper chez lui et qu'il tombe sur la chaîne TNT, d'un coup, il va voir ce mec du Shield, et il va se demander mais qui sont ces autres catcheurs qui catchent avec lui? Puis il va se demander mais qu'est-ce que c'est la AEW? Waouh, la AEW c'est génial en fait! Et grâce à ça, les fans vont découvrir Hangman Page, ils vont découvrir les Young Bucks, etc. Donc en fait, je vais essayer d'aider autant que je le peux. Et donc toi et moi, Chris, on pourra justement aussi aider au niveau des enregistrements live, parce que beaucoup de ces catcheurs n'ont jamais fait d'enregistrement télé live, et donc on pourra apporter notre expérience. C'est assez simple, mais il y a plein de petits détails à connaître. Parce que par exemple, il y avait tellement de choses que je pensais connaître quand je suis arrivé à la WWE, qu'en fait je ne connaissais absolument pas, ou alors je me trompais totalement. Par rapport aux caméras, par rapport aux pauses publicitaires, par rapport au placement dans le ring, c'est plein de détails en fait. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va un petit peu tout tester sur le tas, et donc on va apprendre en avançant. Donc honnêtement, qu'est-ce qui va se passer? Je sais même pas, mais justement c'est ça qui est intéressant avec la AEW et avec ce nouveau produit. Et donc c'est le début de l'aventure. J'aurais bien aimé avoir une belle phrase pour terminer cette interview, donc je sais pas trop quoi dire. Allez, on va à la guerre! On va à la guerre! Merci à tous d'avoir écouté l'interview.